Tony? Super, et toi? Bien. Alors là, tu viens de te peser, c'est ça? Ouais, c'est ça. 105 kg pour Tony Yoka. C'est quoi la pesée? C'est le moment où on se contrôle déjà parce que on a fait un sport à catégorie de poids. Donc t'en as qui ont des poids respectés. Moi je suis en poids lourd, donc j'ai pas de régime à faire. Mais voilà, on est quand même obligé de se peser et puis c'est l'occasion aussi de rencontrer son adversaire. Et voilà, de prendre quelques photos, de faire un petit face à face et que la tension monte un peu. Parce qu'à chaque fois dans les vidéos, quand il y a les face à face, ça s'embrouille, ça se machin, Ouais, mais c'est pour de faux en fait. T'en as, c'est pour de vrai. T'en as, c'est orchestré. Tu vois, c'est fait en sorte de faire monter la pression, que le public vienne. Mais t'en as, ça m'aime vraiment pas. T'as déjà eu un mec que t'aimais vraiment pas? Ouais. Où ça? En France, non. Mais à l'étranger, ouais, j'ai eu pas mal de mecs. Il y a eu un Russe et il y a un Cubain que j'aime pas du tout. Et tu sens qu'on s'aime pas quand on se boxe. J'allais te parler de Cuba parce que j'ai vu une vidéo où tu t'entraînes à Cuba. C'est cette touche technique, ce supplément d'âme, qui rend Tony Yoka plus fort aujourd'hui que les autres poids lourds du monde. On te voit dans un ring tout pété, où les cordes elles tiennent pas, où le sol il est éclaté. Pourquoi tu vas là-bas t'entraîner? Parce que c'est de là-bas que sortent les meilleurs boxeurs. Ils ont, je crois, ils ont plus de 30 champions olympiques. Là, le dernier JO, ils en ont eu 4. Donc non, c'est comme le Brésil au foot. Tu arrives, tu vois les Brésiliens jouer pieds nus, pourtant c'est les meilleurs footballeurs au monde. Et là-bas, c'est pareil. T'as vraiment une grosse culture boxe. Et, techniquement, ils sont au-dessus de tout le monde. C'est quoi ton entraînement quotidien? Parce qu'il faut vraiment qu'on réalise en fait ce que ça représente. En fait, c'est sur. Tu fais pas tout le temps la même chose. On va dire une semaine tip-top. Tip top en 2016. Ouais, une semaine Chanteloup-les-Vignes, c'est normal. Une semaine type. Ouais, on est en retard un peu à Chanteloup. On est en retard sur les expressions et bah, tout. Tip top quoi. Tip top, c'est à 10 ans, mais peut-être tant que ça arrive chez nous, tu vois. 30 ans, vraiment. Et du coup, ouais, ça se décompose en 2 parties. Le matin, c'est même que Tip top, ça a été coupé au montage de la haine en 95. Non, il y a des mecs de Chanteloup, ils ont dû faire cette vanne, Kassovis, ça, il a pas fait ça du tout. Top. Non, une semaine type, c'est bien. Pour qu'une semaine type soit top. Ouais. Pour qu'une semaine type soit top, faut pas louper l'entraînement déjà. Tip top. Alors. Et ouais, ça se décompose en 2 parties. Le matin, c'est physique, tout le temps. Ils peuvent faire un fractionné au sac, mais le matin, en fait, c'est jamais opposition. C'est quoi un fractionné au sac? C'est sur des séquences courtes, tu vois quand même les films de boxe où le mec il boxe tranquillement. Il tape vite. Et après d'un seul coup, t'as l'entraîneur qui siffle et Et donc l'après-midi, c'est boxe pure. L'après-midi, c'est souvent opposition. Technique. Soit c'est opposition contrôlée, où vous avez des thèmes, où voilà, on vous dit un peu ce que vous devez faire, vous faites des répétitions des gestes, tu vois, techniques. Soit c'est libre, et là c'est castagne. C'est quoi les thèmes? Carnaval, zouk, super-héros, c'est ça? Avengers. Non, les thèmes, c'est... Il y a toujours un boxeur A, un boxeur B. Un boxeur A, il va essayer de... T'en as un qui va bouger et l'autre qui va le presser. Après, vous échangez les rôles. Après, je sais pas, taper au corps, taper en haut, il y a plein de thèmes. L'histoire de revoir un peu toute la palette technique de la boxe pour être le plus complet possible. T'as parlé comme un sportif. Toute la palette technique de la boxe. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui aime la profondeur. Il a des repères par rapport à une doublette. Voilà, j'ai dû modifier ma position. Sans l'accent. Il vient de Chanteloup, pas de Toulouse. Alors, on va parler de toi. Où est-ce que tu as grandi déjà? 78, Chanteloup-les-Vignes. Chanteloup-les-Vignes. On va replacer un peu Chanteloup-les-Vignes dans l'imaginaire des gens. C'est là où a été tournée la haine. C'est ça. C'est ce quartier-là. T'as grandi là où ils ont tourné le film? C'est ce quartier. Il n'y a qu'un seul quartier là-bas, c'est la Noé. Donc grosse dédicace. Grosse dédicace à là-bas. Et ouais, j'ai quitté Chanteloup il y a quelques mois, je viens de déménager à peine. T'avais quel âge quand le film est sorti? Je sais même pas si j'étais né, hein. C'était quelle année que c'est sorti? 95. Ouais, j'avais 3 ans. J'avais 3 ans, je suis né en 92. À quel âge tu l'as vu pour la première fois? À 15 ans. Parce qu'on a souvent parlé la haine, mais moi je l'ai vu à 15 ans. Et après, je l'ai revu vers 20 ans et tu le comprends pas pareil, tu vois. Je pense que plus ça va aller, si je le revois à 30 ans, je vais le comprendre encore d'une manière différente. Parce que dans ce film, on voyait des générations de petits, notamment ceux qui criaient hey, « Nique ta mère, le maire !»
Nique sa mère, fils de pute! Mais eux, c'est les grands. Eux. Maintenant, c'est Eux, tes c'est grands. eux, c'est les grands. Tu vois, des fois, je le re-regarde avec des amis. Et tu vois des petits, tu te dis, ah, mais waouh! Et lui, en fait, non, lui, c'est un grand. Tu vois, c'est pas un petit comme dans le film. Qu'est-ce qui a changé dans le quartier? Là, ce qui a changé dans le quartier, il est plus pareil. Déjà, tous les souterrains, comme on voyait, on pouvait passer partout. Tout a été bouché. Ils ont embelli la ville quand même. La ville, elle fait beaucoup moins ghetto aujourd'hui. Et dans le film, il y a une figure qui est Hubert, le boxeur. Est-ce que c'est un des persos qui t'a inspiré dans ta vie ou pas du tout? Non, non, même pas, parce que j'ai commencé la boxe à 6 ans. Donc, tu vois, jusqu'à ce que je le regarde à 15 ans, je ne le connaissais pas, Hubert. Mais en revoyant le film, je me disais, ah ouais. En plus, le truc, c'est que la salle de boxe de Chanteloup, elle était vraiment partie en fumée. Ouais, forcément, ça inspire. Une fois que tu le regardes, tu te dis, ah ouais, bah moi, je viens du même endroit. Il vient pas de là-bas. Mais dans le film, tu te dis, je viens du même endroit et j'aimerais percer là-dedans. Et est-ce que c'est un film qui a fait du bien au quartier ou pas? Bah, je pense qu'il a fait un peu de bien à tous les quartiers. Tous les quartiers de France, ils sont reconnus dans ce film-là parce que tu as pas mal de choses du quotidien de ces personnes qui sont dénoncées dans le quartier. Et en même temps, tu vois que voilà, c'est une grande famille. Et pour quelqu'un comme moi qui suis boxeur, je me disais, bah, j'ai pas envie de faire comme Hubert. Tu vois, le mec, il a des sacrées ambitions, il veut être boxeur, il veut être ci, il veut passer professionnel. Et au final, à la fin, il se retrouve à tirer sur un policier. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Tu vois qu'il y a plusieurs chemins à prendre et faut prendre le meilleur. Toi, qu'est-ce qui t'a éloigné du mauvais chemin? Mon père. Ton père, ce qui était boxeur aussi. Mon père. Mon père était boxeur, c'était mon coach. Il sera dans mon coin demain. Et c'est vraiment lui qui m'a éloigné de tout ça. Parce que forcément, quand tu grandis dans un quartier, tu peux vite dériver facilement. Pas méchamment, hein, parce que c'est pas méchant. Hein, mais tu sors, tu fréquentes des mecs. Eux aussi, ils sont comme toi, ils sont jeunes. Hein, donc ça sert à rien de dire les mauvaises fréquentations parce que c'est pas vrai. Il n'y a personne qui naît mauvais. C'est au fur et à mesure comment dire. C'est la vie en fait, tu vois. T'as les mecs qui ont une vie plus facile que d'autres et d'autres qui sont plus difficiles. Aujourd'hui, quand je vois certaines personnes, je me dis, wow, c'est chaud, il a eu pas mal d'épreuves. Moi j'ai mes parents derrière moi, donc ça m'a permis de prendre le bon chemin et de bien virer. C'est marrant parce que dans les sportifs qui viennent des quartiers, il y a deux styles. Tu as ceux qui gagnent beaucoup d'argent tout de suite, comme les footballeurs qui vont en centre de formation très tôt, qui ne connaissent pas la vie de quartier et qui veulent y retourner quand ils sont millionnaires et qu'ils n'ont plus rien à voir avec ça pour se mettre dans la merde. Et tu as ceux pour qui ça a été un vrai moyen de fuir le quartier. C'est ça. Mais je me suis rendu compte que je suis parti du quartier à 17 ans. Je suis parti à l'Institut des Sports. J'ai fait 4 ans là-bas. Après, j'ai fait une demi-année en Italie. Et dès que le premier appartement que j'ai pris à mon nom, hors centre de formation, c'était au quartier. Parce que tu te rends compte que même si voilà, tu voulais fuir le quartier, tu voulais partir de là, au final, il y a certaines choses qui te manquent, tu vois. Sa notoriété dépasse aujourd'hui largement les frontières de Chanteloup-les-Vignes. C'est ici qu'il vient d'abord honorer son titre. Et c'est justement les bons côtés du quartier. On ne les met pas assez en avant. Parce que je vois pas mal de personnes qui sont chez moi et qui se disent « ouais, je veux partir d'ici, je veux partir d'ici ». Et une fois qu'ils partent, tu vois, ils voient un peu le monde, ils tournent à gauche, à droite, ils bossent. Et ils se disent « putain, ça manque » parce que c'est une ambiance spéciale. Et comment t'expliques qu'aux États-Unis, en tout cas, on est passé de Mohamed Ali avec son combat pour la cause noire, les valeurs qu'il incarnait. I don't see no black and white couples in England or America walking around proud holding their children. Un Mayweather qui sort des liasses de billets, qui s'achète des voitures, des chats du Bengale. C'est le monde d'aujourd'hui. Même regarder à la télé, c'est pareil. Hein. Moi, je me rappelle quand moi j'étais petit, ce que je regardais à la télé, c'était... tu vois, notre génération, on était fans de sportifs, de chanteurs, chanteuses, d'actrices. On se dit, ouais, je vais être comme lui, mais parce que ces personnes, elles avaient un talent, tu vois. Aujourd'hui, moi, je vois mes petits frères, mes petites sœurs, ils sont fans des gens qui font des téléréalités. Mais ces personnes-là, elles n'ont rien, elles n'ont pas de talent. Elles s'affichent à la télé et je trouve que ça, c'est dangereux parce qu'une personne comme moi ou toi, on sait faire la différence. Mais les petits garçons et les petites filles,
Du coup, elles veulent ressembler à ça. Et c'est pas bien. C'est pour ça que c'est important pour toi de passer d'abord par l'Olympique. C'est important parce que déjà, les Jeux Olympiques, ça a d'autres valeurs. Ça a d'autres valeurs. Et puis même, je pense que c'est pas l'image que je veux donner de faire n'importe quoi, de balancer des liasses. Ça me ressemble pas trop. De manière, ta meuf, elle va te pétasse, tu fais ça. Ouais, de toute façon, j'ai eu pas mal de propositions pour faire des télé-réalités, des trucs comme ça. Et ouais, non, elle va me pétasse. Des télé-réalités, on t'a proposé? Ouais, télé-réalités. Les plus connus. Genre le Loft et tout? Non, le Loft, c'est fini. Le Loft, j'avais 8 ans, le Loft. Secret Story? Le Loft, ouais, Secret, tout ça. C'est quoi ton secret? Champion du monde. Et comme on ne connaît pas trop, donc voilà, ça aurait pu passer. Donc ouais, non, après ça intéresse certaines personnes, moi, non. C'est quand même plus chic d'aller au JO cet été. C'est sûr. Les Jeux Olympiques, c'est autre chose. C'est d'autres valeurs. Tu sais que voilà, tu touches un plus grand nombre de personnes et en plus, tu vas pour quelque chose. Même si, à travers le sport, tu en as pas mal qui essayent de faire passer des messages, mais dans une télé-réalité, tu fais passer quoi comme message? Tu vois? Encore si c'est Koh-Lanta ou je sais pas moi, des trucs comme ça ou ouais, Pékin Express. Tu peux tuer une chèvre dans Koh-Lanta. Ouais, mais j'en ai rien à foutre qu'elle soit pleine, qu'elle soit vide ou. Fallait pas me lâcher de chèvre ici, moi. Vous m'avez mis des chèvres ici, je la garde la chèvre. Elle bouge pas d'ici la chèvre, je vous le dis tout de suite. Et celui qui est pas content, qui vient de me voir, je casse sa bouche. Une chèvre enceinte. Une chèvre enceinte. Puis il y a toujours un Moundir qui traîne quelque part, il peut te faire gueuler. Pour être un aventurier, c'est comme le lait. Il faut pas être demi-écrémé, il faut être entier. Je dis ouais, c'est pas mal. Que là non, là c'était pas mon truc. Et il y a un film dont il faut absolument qu'on parle, c'est Rocky. Paraît que tu te butais avec je me tuais avec les films de Rocky. Alors, Rocky. Je me suis toujours posé une question maintenant que j'ai un vrai boxeur. Est-ce qu'il boxe bien, Rocky? Non, il est nul. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Il est nul. Franchement, il est nul. Tu sais quoi? Je regardais Rocky quand j'étais petit et je kiffais. Hein. Et au final, je l'ai revu il y a quoi, 2 ans. J'ai revu les Rocky, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Le mec, il fait n'importe quoi, limite. Il est là, il prend les pains. Ouais, viens encore. Ça va pas ou quoi? Tu fais pas ça en boxe. En boxe, tu fais ça, tu dors. Et là où j'étais content, c'est que le dernier film de Creed, ils ont vraiment... tu vois que le mec, il a fait de la boxe. Soit il a dû faire au moins 3 ou 4 mois de boxe intensive avant de faire le film parce que voilà, ils ont... tu vois que le mec, il sait boxer, il fait des vrais mouvements, que Rocky, vraiment, il est nul. Parce que le combat final dans Creed, on dirait un vrai combat. Quand même. Parce qu'ils ont mis des vrais boxeurs, en fait. Ils ont mis les adversaires du mec, c'est des boxeurs, c'est des champions du monde. Non, franchement, ils ont fait un effort. Ils ont fait un gros effort et ça fait plaisir de voir que du coup, ils montrent des vrais mouvements. En entraînement, tout le monde s'est dit « Waouh, moi, je vais faire ci, je vais faire ça ». Que dans Rocky, c'est de la bagarre. C'est de la bagarre, le type. Parce qu'en fait, monter des marches très très hautes, ça sert à rien quand on boxe. C'était pour le kiff, tu vois. Dans les sacs de viande, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais encore une fois, à cette époque-là, tu vois, ça rendait bien. Ça faisait stylé d'aller taper sur de la viande. C'est ça. Ton père, lui, il était fan de Mohamed Ali. Et en France, on n'a pas eu de figure dans la boxe. Comme lui, il y a eu Brahim Asloum à un moment qui a représenté quelque chose de très très fort pour les quartiers, parce qu'il venait de là et qu'avec son poids et sa rage, il a fédéré plein de gens autour de lui. Mais Mohamed Ali, c'est quelqu'un qui était respecté parce qu'il avait du charisme, parce qu'il était engagé politiquement. My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud for big powerful America and shoot them for what? They never call me nigga. C'est un très grand sportif et même en dehors, c'est un très grand homme. Mohamed Ali, c'est quelqu'un qui est énormément respecté. Je pense qu'il a dépassé le stade du sportif. Et surtout, c'est quelqu'un qui vannait avec les mots. Ouais. C'était un des premiers rappeurs qu'on a arrêté. Tu sais, avant lui, les conférences de presse, c'était pas
Ouais, les mecs ils arrivaient, ils se pesaient, ils se mettaient face à face et c'était fini. Lui il arrivait, il faisait le show. C'était vraiment le premier qui a instauré le show en boxe. Et depuis tu vois que ça a été repris par Mike Tyson, par Mayweather. Et aujourd'hui quand tu viens voir un combat de boxe, tu viens pas juste voir deux mecs se foutre sur la gueule. Il y a tout un truc qui est fait autour où voilà, au final tu viens voir. C'est pas comme le catch, mais c'est vraiment un spectacle. Et est-ce que toi, tu as des punchlines qui t'aident quand tu boxes? Non, jamais. Non, moi je parle pas. Lui il aime bien parler et moi non. Sur le ring, il parle à lui. Ouais. Ouais, il parle au mec, moi non, jamais. Chaque boxeur est différent. Et t'en as qui ont besoin de rentrer sur le ring en ayant un sourire, en dansant, en chantant. Et t'en as, ils ont besoin de rentrer, être vénère. Et moi, il faut que je sois vénère. Tu rentres avec une musique spéciale? Non, non, pas forcément. Mais dans le vestiaire, je mets du gros son dans mes oreilles parce que je peux pas rentrer être. Si je suis détendu, ça va pas le faire. C'est quoi les trucs que t'écoutes pour être vénère? Caris. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Caris, il me vénère pas mal. Ouais, lui, il arrive bien à m'énerver. Caris. Quel morceau? Oh, Zo? Ouais, Zo, 63, Kalash. Bah ouais, mon rêve. Ouais, il y a pas mal. Il y a pas mal. Je me fais tout l'album. Caris, il arrive à me motiver pas mal avant les combats. Franchement, Caris, Booba, Rof. Je mets un high kick à Croc, casse le bras de Steven Seagal. Si ça tourne mal, je te ferai une clé de 10 articles. Faut que je me mette dans ma bulle, tu vois. Faut que je me mette dans ma bulle parce que si je vais monter ce ring, c'est quand même un mec qui est venu pour me mettre des coups. Donc faut que j'ai du répondant. Je vais te poser une question débile. Est-ce que ça fait vraiment mal? Franchement, si tu vas à la salle de boxe, au début, tu vas avoir mal. Parce que tu vas être focalisé sur ça. Tu vas prendre un coup, tu vois les mecs qui boxent pas, tu vois, ils plient la tête. Au final, quand tu es boxeur, tu apprends à gérer ce stress-là, cette peur-là. Et non, les coups, ils font pas mal. Les coups, ça fait pas mal. Parce que du coup, je t'ai dit, tu apprends à avoir plus confiance en toi et à accepter de prendre un coup. Et tu es tellement concentré sur le fait d'en remettre un après que tu zappes la douleur. C'est quand tu prends un coup, tu te dis « Ah merde, j'ai mal, et c'est bon, le mec, il est plus là. » Que là, quand tu prends un coup, tu te dis « Putain, faut que je le frappe tout de suite derrière. » Donc du coup, l'instant où tu as mal, tu le zappes, tu calcules pas ça. T'as déjà fait pleurer? Sur le ring? Ouais. Non, abuse pas. non, abuse pas. J'ai déjà versé parce que j'ai perdu un combat là, qui me tenait à cœur. Mais pas sur le ring, tu es en train de boxer, tu pleures. Arrête. Des fois, c'est... Non, c'est pas un boxeur, c'est pas un boxeur. C'est quoi? Non, un boxeur ne peut pas faire ça. Même ma femme, elle pleure pas sur le ring. Mais ta femme, elle boxe? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Même elle, si elle pleure pas, moi, j'ai pas rêvé, je vais pleurer quand même. Alors, ta femme boxe. Ouais. La vraie question. Qui défonce qui? Ah, c'est une 60 kilos. Elle fait 60 kilos et là, je viens de me peser, j'en fais 106. Donc bon. Ça veut rien dire avec une femme. Il y a pas match quand même, Donc c'est quoi? Votre vie, c'est la boxe? Ça tourne autour de la boxe. Maintenant, il n'y a pas que la boxe parce que sinon, on deviendrait fou. J'ai vu une interview de Mike Tyson qui disait qu'avant un gros match, il fallait aucune relation avec personne, avec une femme, il fallait rester... Ça, c'est... Il y a pas mal de gens qui se sont demandé si c'était un mythe ou pas. Donc, rien n'est prouvé scientifiquement. Après, je pense que c'est plus psychologique où tu as besoin d'être tout seul. Moi, je sais qu'avant mon combat, j'ai besoin d'être tout seul. Je suis dans ma bulle. Je parle à personne, je te parle pas, tu me parles pas. Je suis dans mon coin et voilà, je sais pas. Mais être avec une femme qui boxe, est-ce que ça aide? Ça aide beaucoup, Je sais que voilà, les ex avec qui j'étais, je leur parlais pas avant de boxer. Je leur parle pas, je les vois pas, tu ne parles pas avec moi. Que elle, du coup, vu qu'elle sait ce que j'endure, elle sait en fait ce que c'est de boxer. Donc, elle te met dans des bonnes conditions, tu vois. Une personne c'est une passion aussi, c'est ça. Une personne qui sait pas comment ça se passe la boxe, elle va te prendre la tête. Moi, j'ai des potes à moi, le jour du combat, du coup, ils calculent personne, tu vois, ils sont dans leur bulle. T'as leur meuf, elle envoie des messages, ouais, tu me parles pas, ouais, tu me laisses tomber. Je vais boxer, laisse-moi tranquille. Elles sont faites pour Adrien. C'est ça. Adrien! Donc du coup, voilà, elle sait ce que c'est, elle te met dans les bonnes conditions et voilà, tu vas sur le ring et tu pètes tout. Si par exemple, tu marches dans la rue et quelqu'un embrouille ta meuf, qui est-ce qui s'embrouille avec le mec, ta meuf ou toi? Ouais, les deux. Les deux, vous le les deux. En plus, à chaque fois, je dis, écoute, quand il y a un problème, laisse-moi gérer. Non, elle veut pas. Je dis, si jamais, je sais pas, elles sont 3, 4, 5, je dis, écoute, toi, tu cours, tu vois, je sais pas, tu vas appeler. Elle dit, non, on va se rouler aujourd'hui. On va se rouler avec eux. Non, c'est ouf. Mais bon,
Je peux pas lui en vouloir, c'est une boxeuse. Donc, ta meuf a déjà goumé des gens qui l'embrouillaient. C'est pas une bagarreuse, mais c'est une boxeuse, faut pas la pousser. Quoi. Je veux entendre cette histoire. Est-ce qu'il y a eu une histoire? Non, il n'y a pas une histoire, mais bon, voilà, c'est chaud. Ma sœur était boxeuse aussi. Elle a goumé pas mal. Donc, on n'est pas bagarreur. Quand tu es boxeur, tu peux être bagarreur parce que toute la journée sur le ring, tu t'entraînes, tu es fatigué. En plus, tu prends des coups, tu donnes des coups. Donc, quand tu sors dehors, tu n'as pas envie de te battre encore avec quelqu'un, tu vois. Et puis, tu as confiance en toi. Généralement, les gens qui cherchent la bagarre, ils ont quelque chose à se prouver, ils ont quelque chose à prouver aux autres. Nous, non, on sait ce qu'on vaut. Maintenant, c'est sûr que comme on a le rapport au coup facile, faut pas chauffer. Par exemple, si je te fais ça? Non, moi ça va, là ça va. Mais bon, si on est dehors, tu me pousses. Mais bon, toi ça va, je t'enverrai ma sœur. C'est pas... On t'a souvent appelé boxeur amateur. J'ai pas compris. Ça m'énerve, ça. Hier encore, on m'a dit. C'est parce que, avant, ça s'appelait comme ça. Ça s'appelle la boxe amateur. Maintenant, ça s'appelle la boxe olympique. Parce qu'en fait, c'était toute la préparation pour aller jusqu'au JO. Ça s'appelait amateur parce qu'après, tu passais professionnel. En fait, la différence, c'est qu'en boxe olympique, tu boxes pour ton pays. Tu vois. Tu défends les couleurs de la France ou, je sais pas, d'un autre pays. Et tu vas au JO avec ça. Qu'en boxe pro, tu boxes pour toi. Et c'est beaucoup plus un show, c'est beaucoup plus un spectacle que de la boxe olympique. Quand tu regardes les Jeux olympiques, t'as pas de ringer qui viennent sur le ring ou de chanteur avant, non, ça boxe et puis... Là, c'est le sport pour le sport, quoi. Ouais, c'est sport pur. Que la boxe pro, c'est différent, t'as d'autres choses qui rentrent. Et quand tu vois les montants gagnés par les mecs comme Mayweather, etc., t'as envie d'aller dans cette course-là ou tu préfères rester dans la... Non, forcément t'as envie. Tu vas pas rester en boxe olympique toute ta vie. Mais le truc, c'est que pour passer pro, tout le monde peut passer pro. Moi, je suis passé pro, tu peux passer pro, tout le monde peut être pro. Mais il faut avoir un promoteur, parce qu'il va t'organiser des combats. Comme si tu gagnes les JO, ça... Si tu gagnes les JO, en fait, les JO, c'est une vitrine. Si tu gagnes les JO, tous les meilleurs promoteurs, ils sont là. Donc, ils repèrent un peu. C'est un peu une... C'est pas une détection, mais presque. Au championnat du monde, les Jeux olympiques, c'est comme ça que ça se passe. Ils viennent, ils regardent, et après, ils te contactent. Que si tu passes pro alors que, je sais pas, tu as fait que les championnats d'Île-de-France, personne ne te connaît. Du coup, tu vas galérer. Il y a une solidarité dans les boxeurs français, par exemple un Brahim Masloum, est-ce qu'il te soutient? Bien sûr, Brahim, comme j'ai toujours dit, c'est le premier qui m'a donné ma chance. En 2010, je suis revenu des Jeux Olympiques des jeunes. J'étais médaillé d'or. C'est la taille de Brahim, ça? Non, Jeux Olympiques des jeunes. T'as dit Brahim, c'est pas bien, t'as fait ça. Franchement, c'est pas bien. En plus, Brahim, il fait ta taille, je crois. Ouais, je sais. Voilà, donc fais pas ça, fais ça. Et ouais, je suis revenu. Je kiffe, moi, Brahim, ça. Moi aussi. Non, franchement, Brahim, c'est un frérot. Hein. Il m'a mis en avant, en fait. Il a monté une équipe, il m'a mis en avant, il m'a tout donné. À chaque fois qu'il peut faire un truc pour moi, il me pousse. Il a vraiment envie de renvoyer l'ascenseur parce que c'est vrai que ces dernières années, à part lui, il n'y en a pas d'autres qui ont brillé. Tu vois. C'est vrai que depuis lui, la boxe en France, ça se cherche un peu. Et donc voilà, je sens vraiment... T'as une pression sur les JO, tu te dis, il faut que je fasse aussi bien que Brahim ou tu y vas tranquille J'y vais pas tranquille. J'ai envie de faire aussi bien que Brahim, certes, mais c'est parce que je me mets à la tête. Dans ma tête, je me dis, il faut que je fasse ce pourquoi j'y vais, tu vois. Moi, j'y vais toujours pour gagner la médaille d'or. Et donc c'est pour ça que je suis parti au championnat du monde, c'est pour ça que j'irai au JO. Maintenant, comme j'ai dit, je peux pas te dire ce que je vais faire là-bas. T'as analysé tous les adversaires? Toujours. Ce sera les mêmes adversaires que j'ai au championnat du monde. Tu vas les défoncer? J'espère. On touche on va dire c'est du bois? Ouais, pas de bois ici. T'inquiète. Mon corps est en bois. J'espère que ça va le faire maintenant, voilà. Ouais, je peux pas prédire l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que je monterai sur le ring pour leur casser. Tous les défoncer. Ouais. Tu peux le dire. Ça, toi, tu peux le dire. Moi, je sais pas le dire. Tu peux le dire, tu vas tous les défoncer. Non, ça, toi, tu le dis. Moi, tu vas tous les défoncer. J'aimerais bien. Ça veut dire un truc pour toi de porter les couleurs de la France? Bien sûr, parce que tu représentes tout un pays. Et plus que le pays, tu représentes un peuple. Pour moi, c'est plus ça. Je représente des gens. Je ne représente pas juste la Tour Eiffel ou certaines choses comme ça. Je représente des gens. Et quand tu regardes l'équipe de France olympique, c'est ce qui est bien dans l'olympisme. C'est que tu as des gens de tous les milieux, tu vois. Tu as des golfeurs qui font de l'équitation, des tennisman, tu vois. Il y en a qui sont des très bons potes à moi, mais ils viennent d'un certain milieu.
Et tu as des basketteurs, des boxeurs, c'est plus un sport de quartier où voilà, tout le monde se mélange et au final on habille de la même manière. C'est pas le service militaire, mais un peu, tu vois pas forcément les différences sur la tête des gens. Tu vois. Donc je pense que c'est pas mal, ça permet d'échanger avec des gens où tu ne serais jamais devenu pote avec eux dans la vie de tous les jours. Et là au final tu te dis bah ouais mais en fait lui je l'aime bien, lui il fait le même sport mais je l'aime pas et tu vois ça permet de se mélanger. Ça veut dire quoi pour toi être français en 2016, à ton âge? Aujourd'hui c'est compliqué parce que tu as pas mal de gens qui revendiquent des choses, d'autres choses, qui se disent français, d'autres non. Voilà, on est français, ça sert à rien de se blaguer, tu vois. On a tous nos origines et faut être fier, faut vraiment en être fier. Parce que voilà, je suis fier de la culture, de la double culture que j'ai, mais j'ai grandi ici, j'ai fait toute ma vie ici, je suis né ici. Donc ça sert à rien de se blaguer et de dire que non, on n'est pas français. Et tu vas ramener l'or pour la France? Inch'Allah, j'espère. Ou autre chose, mais... L'or, de l'argent, de bronze, je vais ramener un truc, mais je pars pour l'or. Ce qui est sûr, c'est que je pars pour l'or. Ce qui est sûr, c'est que tu t'en vas en disant je vous ramène un que truc. Je ramène un truc. Maintenant, franchement, ce serait une grosse déception de revenir avec autre chose que l'or. Mais j'aime pas parler. J'aime pas. Me porter l'œil bêtement. Regarde, tu fais ça, hop, la clé, tu la jettes. J'aime pas parler, mais regarde mon visage quand je vais rentrer sur le ring et tu verras que je viens pas pour autre chose. Dernière question, c'est quoi ta définition d'une clique? Une clique? C'est une équipe. Il y a qui dans ta clique? Ah, il y a pas mal de gens. Les gens avec qui j'ai grandi, à Chanteloup. Il y a surtout ma famille, parce qu'on est très solidaires et on s'entraide beaucoup. Il y a mes coachs, il y a mes amis. Non, j'ai vraiment une grosse clique, parce que je m'entoure de beaucoup de personnes. J'aime pas être tout seul. Mais vraiment, je marche beaucoup à la confiance. Donc pour moi, une clique, c'est des gens qui font pas forcément partie du même milieu, qui font pas la même chose, mais au final, on se retrouve parce qu'on a les mêmes valeurs et on partage pas mal de choses. Merci beaucoup. Merci à toi.